Des humains ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Bienvenue dans Héros minuscules. Je suis Jonathan Bellegroux. Je suis Camille Cerne. Depuis des années, j'accompagne des gens vers leurs rêves, qu'ils soient athlètes ou non, et j'entends les histoires de personnes incroyables, même lorsqu'elles sont anonymes. Et je suis toujours ému par les gens qui avancent dans la vie, malgré les hauts et les bas. Athlète de haut niveau en squash, ancienne numéro 2 mondiale et diplômée en journalisme, j'ai toujours été sensible à ce que nos rêves et nos convictions peuvent nous amener à réaliser qui que nous soyons. Ensemble, nous avions envie de mettre en lumière les héros du quotidien. Les humains qui transforment leur parcours de vie difficile en force et qui, armés de convictions solides, construites par leur parcours, en font de vraies réalisations pour eux et pour les autres. Pour nous, les histoires peuvent changer des vies et les modèles que l'on a peuvent élargir nos pensées. Alors quoi de mieux que de rencontrer de nombreux héros du quotidien et d'entendre leur histoire pour vous les partager. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'humanité, de jolies histoires et d'inspiration. Ensemble, allons à la rencontre d'humains étonnants pour entendre, partager et s'inspirer d'un bout de leur vie. Dans ce podcast, il s'agit d'humains pour ce qu'ils sont à travers ce qu'ils font. Selon les sujets, ils seront nos hôtes à l'un ou à l'autre. Et parfois ensemble. Dans des échanges décomplexés, sans filtre, simples. Embarquez avec nous dans l'aventure Héros minuscules dont vous faites déjà partie. Salut Laurence. Salut Camille. Bienvenue. Salut Jonathan. Bienvenue sur Héros minuscules. Merci. On y arrive, enfin. Ça y est. Ça fait un petit moment qu'on essaye d'avoir cette rencontre. Oui, mais merci. Non, mais merci à vous, ça fait plaisir. Alors, moi, si je me souviens bien, on s'est rencontrés via une asso, oui. Il me semble, oui. Play International. Oui. On va en parler, on va parler de ton asso. Oui. On va parler forcément un peu de ta carrière aussi. Oui. Ancienne championne de karaté. Oui. 3 fois championne du monde. Hein. C'est ça. Dont un titre par équipe, important. Oui, et on a vu d'ailleurs des images. Ah. On a retrouvé des archives. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, parce que hier, on s'est remis dans des archives de 98. Ah oui. Ouais. Ah, vous avez trouvé? Ouais. Attends, on cherche, on fait le taf. Ouais. Et c'est vrai que pour nous, c'est un super plaisir de t'avoir. D'abord parce que forcément, le sport, nous, c'est un peu notre univers, mais l'après. Passer d'un sport de combat sur des tapis au championnat du monde, puis ensuite à d'autres combats que tu mènes. Et pour nous, c'est un vrai bonheur, quoi. Ah, ouais. Ça a résonné fort quand on a suivi ton parcours. Donc c'est trop bien. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, pour les auditeurs, on aime bien demander à notre invité de se présenter lui-même. Ah, ou toi-même, d'accord. comment tu te présenterais, toi? Alors, c'est là tout de suite. Bon, c'est début d'année 2025. Je suis une maman heureuse maman de 2 enfants du haut de leurs 11 et 12 ans. C'est un point très important. La famille, donc, avec mon mari et j'ai 51 ans. Ça aussi, ça veut dire aussi que c'est un temps de maturité, d'expérience. Et qui dit expérience dit transmission. Et au-delà de la transmission aux enfants, c'est aussi un demi-siècle. Et donc, la présentation, elle est un peu longue là. Non, mais bon, c'est pas grave. Et donc, toutes ces années, j'ai eu la chance de vivre plusieurs vies, et notamment celle d'athlète de haut niveau, puisque j'ai été donc 3 fois championne du monde de karaté, 7 fois championne d'Europe, une décennie française en combat, et avec un pur plaisir d'avoir vécu aussi ces années de haut niveau en France. Voilà, je crois que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir évoluer et de m'épanouir à très haut niveau dans notre modèle. Et puis voilà, je pense que ça fait beaucoup, et puis plein d'expériences de vie professionnelles aussi exceptionnelles, et aussi humaines, des expériences humaines à travers, tu l'as évoqué, des ONG, avec cette envie de rencontre, de partage, et voilà. C'était long comme présentation, non? Il y a pas de... C'est très bien. Attends, et en plus, c'est pas long. Ça laisse plein de points de suspension et de points d'interrogation, parce que tu dis pas tout, quoi. Ouais. Tu nous évoques plusieurs facettes de ta carrière, et
Et t'en évoques qu'une. On va rentrer dans les autres. T'as arrêté le karaté à quel moment? J'ai arrêté le karaté. Alors le moment, je sais pas, mais enfin, comment définir le moment, mais j'ai arrêté enfin, est-ce qu'on arrête vraiment le karaté là, la discipline en soi. Donc j'ai arrêté le haut niveau. Ouais, t'as arrêté le haut niveau. J'ai arrêté le haut niveau à 33 ans et en ayant décidé d'arrêter à ce moment-là, parce que j'arrivais à la fin d'un cycle et j'ai arrêté sur le titre mondial. Ah, Ouais. au sommet. Au sommet, ouais. Ah, c'est Ok. beau. Sans que, évidemment, quand on est athlète, ça reste un objectif, mais j'avais aussi accepté que ça ne fonctionne pas et que si j'y arrivais pas, de toute façon, j'arrêterais à ce moment-là. Ok. Et ça, c'était important pour moi par rapport aux investissements que j'avais fait, notamment avec le double projet, avec de penser que j'arrêterais quoi qu'il arrive. Mhm. Voilà. J'étais prête parce que championnat du monde, on le tous les 2 ans. Ouais. Et je m'étais préparée à cet instant. Ça veut dire qu'en plus, c'est des championnats du monde où t'arrives un peu attendu sur ces championnats du monde-là. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça, c'est aussi intéressant. Je pense aussi à Sarah Oramou dans ces cas-là parce que c'est un peu ce qui lui est... Enfin, quelque part, ce qui s'est passé. Enfin, non, je sais pas pourquoi je pense à elle, mais oui, en fait, quand j'ai arrêté à 33 ans, donc à 31 ans, j'étais un peu la doyenne quand même de l'équipe de France. Et il se trouve que donc on est en 2005, les derniers champions du monde en 2006, et 2005 je me blesse, c'est une de mes grosses blessures, enfin c'est la grosse blessure, j'ai la ponévrose plantaire, donc sous le pied, qui se déchire au championnat d'Europe en quart de finale, et donc c'est assez long dans la réparation, et en fait à ce moment-là c'était un petit peu, j'entendais c'est fini pour Laurence Fischer. Ah ouais. Tu vois. Sauf que moi, dans ma tête, je m'étais dit, je vais jusqu'en mes derniers championnats du monde 2006. Et c'est étonnant comment, en fait, il y a un vrai sentiment de solitude, mais pas qu'au sens figuré, quoi. C'est-à-dire que la blessure fait que tu as... Alors, j'ai mon fidèle entraîneur, Marco, grâce à qui, d'ailleurs, je dois beaucoup, parce que Enfin, je pourrais te dire aussi que je suis du Sud et je suis venue à Paris parce que j'ai réussi le concours ESSEC en grande école. Donc, j'avais un cursus de minimum 3 ans à Cergy-Pontoise. Donc, tu passes de Marseille, le soleil, la mer, les mouettes à Cergy-Pontoise quand même. Ça fait quelque chose. Et tu faisais Cergy et INSEP, tu vois. Ouais. Et quand donc, plus le travail, hein, parce que bon, sport non professionnel, et ben quand tu te retrouves blessé... fin de carrière, bon, bah, tu vois, les gens, ton entourage, pas forcément direct, bon. Et donc ça, c'est une expérience un peu difficile. Plus, enfin bon. Et donc, je sais plus pourquoi je parle de ça. Le fait d'être attendu sur la... Et en fait, pas du tout. Ça t'a mis plutôt en outsideuse. Ouais. Et sur le dernier championnat du monde, donc 2 ans avant, c'était au Mexique. Je fais 3e en indiv et on fait 3e en équipe. Et ouais, et puis j'étais déjà l'ancienne, quoi. Et donc, quand je me suis blessée, ouais, il fallait que je remonte en selle, quoi. Ah ouais. Mais Camille connaît ça aussi. Ça fait un point commun. Oui, la doyenne. Et plus vieille que toi, du coup, parce que là, 35, ouais, en France... vraiment la doyenne. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et ça change le rapport aussi aux nouvelles générations déjà. Enfin, j'avais vu passer 3 générations. Et ouais. Oh là là. Ouais. Donc, tu vois, et puis c'est compliqué de... Enfin, moi, je pouvais partager mon expérience s'il y avait un souhait de la part des nouvelles générations, mais qui avaient aussi à faire leur propre chemin. Et oui, c'était... Et ce que j'aime quand même, c'est que ça évolue tellement vite, pas seulement à l'échelle... Enfin, l'arbitrage j'y fait, mais vraiment techniquement dans la préparation, le fait que les nouvelles générations aussi avaient la possibilité faisaient plus de compétition. Enfin, maintenant, tu as les Jeux de la jeunesse. À 14 ans, tu peux être champion olympique, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, tu vois, le circuit qui s'est plus professionnalisé, ou en tout cas, en termes de ranking, tu vois, les séries, voilà.
Et ça, voilà, il y a beaucoup de choses sur la préparation aussi qui se sont améliorées. Moi, j'étais un peu, j'étais pas old school, mais tu vois, j'ai été pas mal autodidacte aussi parce qu'on n'avait pas forcément tous les dispositifs actuels pour la préparation mentale, enfin pour la nutrition, pour la préparation physique. Donc, ouais. C'est rigolo parce que justement, dans les archives de 98 de l'INA, là, on te voit te servir un bol de céréales et puis manger des pêches en boîte au sirop. Et on se dit, enfin, c'est notre époque, quoi. Enfin, c'est... Complètement. Ah, ouais, non, mais c'est très juste. Et d'ailleurs, tu dis, bah voilà, moi, je suis championne du monde, Ah oui. comme Zidane. C'est vrai. Comme- Oui, c'est comme la même Zizou, année. c'est la même année. C'est la même année, en octobre. Le reportage est en euh, octobre et du coup, c'est drôle. Ouais. Et ouais. voilà, mais puis rien n'a changé, quoi. Ma petite vaisselle. C'est tellement drôle. Ouais, la petite appart, c'était boulevard allemand à Marseille. Et puis j'avais déjà un peu l'accent, tu vois. Ah oui, Bah oui. t'avais Et puis la l'accent. pointe de l'accent de Marseille, comme Exactement. ça. Et j'avais ma petite vache là. Non, j'étais pas toute jeune, hein. Génial que C'est- t'en parles, Oui. parce qu'effectivement, Ouais, tu te j'avais la baladais avec petite vache. une C'était un peluche. cadeau. C'était un cadeau. Je crois que c'était mes frères qui me l'avaient offert. Et c'était un truc à pyjama, tu sais, tu mets ton pyjama dedans. Et quand je vois, j'ai un peu honte. Enfin, je suis un peu gênée. Je dis putain, mais quand t'as 15 ans, c'est bon. Mais là, je crois que j'avais déjà 23 ans, quoi. Bah Tu vois. non, mais- Et après, je dis ah ouais, quand même. Et je l'ai toujours. C'est mes enfants. Je l'ai passé à mes enfants. C'est vrai. Ouais, ouais. Ça faisait partie des La petite questions qu'on vache. avait, la petite vache Ouais. Qui porte-bonheur. s'appelle là. Stefounest. Donc, ça veut dire vache en kabyle. Parce qu'à l'époque, mon compagnon était kabyle. Ouais. Ah ouais. Donc, j'étais très fière. De l'avoir appris Ouais, comme ça. ouais. C'est un moment. Mais je suis fière aussi de ça. J'ai pas. Enfin, je suis gênée parce que toi, tu te dis 23 ans. Enfin, je dis, ah ouais, quand même. Je me rappelais pas. Ouais. Et en même temps, je me dis ouais, il y a une forme de pas de naïveté, mais En fait, je suis hyper contente finalement de l'avoir vécu comme ça. Ouais. Mhm. Bon, Ouais. je changerais rien, quoi. Ouais. En tout cas, il y a une sorte de simplicité et qui est drôlement agréable et beaucoup de dérision aussi, tu vois, déjà à 23 ans. Oui. Et en même temps, derrière, tu as eu toute une autre carrière. Donc, il faut qu'on en parle quand même. On pourrait parler de ta première carrière de karaté longtemps, plein de questions, mais derrière, il y a une carrière autour de l'humanitaire, de l'associatif. Et je crois que ça commence en 2005, lors d'un voyage en Afghanistan, c'est ça? En fait, ça commence même sur le documentaire que vous avez vu. Et je me rappelle parce qu'en fait, quand je fais des interventions, des fois, les enseignants, ils font des recherches aussi. Et ils tombent sur ce... Donc, j'ai des enfants qui me disent « Ah ouais, ta vache, tu l'as encore ?» Dernièrement, là, j'ai fait une intervention dans une école dans le cadre de la Semaine olympique paralympique. Et j'ai un enfant qui m'a dit ça. J'ai fait ah ouais, du coup, je suis allée revoir le truc. Je me suis dit, attends, où est-ce qu'il a pêché ça? Je me rappelais plus. Et donc, non, en fait, ça a commencé la sensibilité. Alors, je pense qu'il y a. Souvent, on me dit, ouais, pourquoi tu fais ça? Et je pense que je me sens tellement chanceuse, en fait. Je me sens. J'ai une espèce de sensibilité à l'autre aussi. Je pourrais vous en parler par rapport même à mon rapport à la compétition, par exemple. C'est un peu particulier. Et donc, quand à Marseille, donc, comme c'est un sport non professionnel, il fallait que je travaille en parallèle et je travaillais au service des sports. Mhm. Je travaillais dans les mairies du 14e arrondissement qui s'appelle la mairie de Saint-Joseph. À quel âge t'as commencé? À bosser. Ouais. Oh, mais à 16 ans. Déjà, Ah ouais. je travaillais chez Kiabi, la mode à petit prix. Oui, on connaît. Voilà. Et bah parce que, bon, moi, je suis fille d'un milieu modeste et il fallait que je me paye mon permis, ma voiture, mes vêtements. Donc, j'étais très fière de cette autonomie un peu obligée, mais ça m'a plu aussi d'avoir ces expériences professionnelles. Et d'ailleurs, l'expérience Kiabi, donc j'étais déjà en équipe de France. D'ailleurs, je n'arrivais pas à concilier les études et la carrière et le travail. C'était un peu compliqué. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Mais du coup, tu priorises. Après, tu vois, tu en fonction des périodes. Et donc, je me suis dit, je ne veux pas faire ce métier déjà. Tu vois, comme ça, t'enlèves des choses. Et donc, comme c'était quand même assez compliqué, j'ai arrêté mes études pour le karaté. J'ai fait ce choix-là.
Et j'ai eu la chance grâce à la direction régionale aussi de la jeunesse et des sports, d'avoir ce travail au service des sports dans cette mairie. Parce que c'était un emploi qui était pris en charge aussi par le ministère des Sports et la ville de Marseille, ce qui me permettait de partir sereinement en compétition, en stage, etc. Et en étant payé temps plein. Voilà, c'est le principe. Et je travaillais donc avec les enfants dans les quartiers dits sensibles, parce que Saint-Joseph est un quartier sensible de Marseille. Et donc, ça m'a fait prendre conscience aussi de la réalité des enfants, de leur rapport au sport et au corps. Il n'y en avait quasiment pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accès, parce que c'était trop cher aussi pour les familles, au club de sport. Et puis, et donc, c'est une vraie prise de conscience aussi de l'effet que ça pouvait leur faire. Et en même temps, pour eux, d'être tellement loin du sport. Ça m'a rendu très humble, en fait, aussi. Alors, je sais pas, enfin, Camille, tu vois, on a un niveau d'exigence quand on est à très haut niveau, tu vois, un côté un peu moi, j'étais un peu perfectionniste. Bon, j'adore travailler, hein, mais tu vois, avec toujours, j'allais sur des détails et tu sais, un peu comme ça, et j'étais un peu intransigeante, en fait. Et en fait, le fait d'être en contact avec ces enfants, c'est dans le cadre, ils appelaient ça aménagement du temps de l'enfant. Donc, ils venaient dans la mairie, il y avait un superbe dojo, et ils venaient avec leur professeur de sport au début. Et puis, à la fin, c'était avec les centres aérés. Donc, je faisais ce travail-là, j'animais, je proposais des événements aussi pour les enfants sur la notion de respect, tu vois, des échanges, etc. Et ça a été ma première prise de conscience de l'effet du sport, et en même temps de comment je pouvais aussi, ça m'a beaucoup aidé moi aussi à être un peu plus tolérante, d'abord avec moi-même, mais aussi par rapport à ce que je pouvais constater des enfants. Et donc, effectivement, ça m'a amené à m'engager. La première structure, elle s'appelait Fais-nous rêver. Maintenant, c'est l'Agence pour l'éducation par le sport, qui justement faisait déjà un travail de rapprocher les clubs, la compétence des enseignants dans les clubs, de ce public fragilisé de par leurs conditions de vie aussi, et de leur environnement, donc dans les quartiers populaires. Et ça m'a beaucoup touchée. C'est arrivé très tôt, quoi. Ouais. Beaucoup plus tôt que ce qu'on imaginait. Mais déjà, j'avais, je vous dis encore, cette appétence à la transmission, notamment parce que, alors, pourquoi j'ai fait du karaté, c'est parce que je voulais pas. Hein. Moi, j'adorais, t'as commencé, puis t'as arrêté, puis t'as repris. Ouais, exactement. Ouais, et c'est mon père qui aimait ça, qui n'était pas athlète du tout, mais il aimait ça, qui avait passé les examens pour être enseignant, et qui donc a eu une première salle, j'avais 14 ans. Donc moi j'ai commencé à 12 ans, puis après avec son prof, après avec lui, j'ai continué avec lui. Et quand il a ouvert sa salle à Vitrolles, eh bien je faisais le cours des enfants à 14 ans. Ah ouais. Et oui. Et donc du coup j'avais une relation déjà avec une grosse pression. Oui, comment ah oui, mais alors comment j'étais 14 ans, tu vois, c'était bon, il était là, ou des fois je pouvais faire un cours toute seule. Je dis comment je fais, j'étais contente de transmettre, mais avec beaucoup de pression de est-ce que je vais bien faire quand même, tu vois, c'est un truc qui me caractérisait. Ça va mieux maintenant, mais tu l'avais déjà, exactement. Mais toi, la relation à l'autre, le souci de bien passer les messages, bien tu vois, c'est ça. Et ensuite, effectivement, j'ai été très très touchée par et assez aussi impressionnée quand par rapport à Fais-nous rêver, ou ensuite avec Sport sans frontières, donc qui est devenu plus international, et où effectivement en 2005 j'ai passé un mois à Kaboul, en Afghanistan. J'ai toujours été très impressionnée par à la fois l'engagement, les convictions des gens qui sont investis dans ces assos, et en même temps de leurs compétences, et de la manière dont ils sont structurés au service voilà d'enfants, et de manière assez experte. Voilà. Puis moi, j'étais assez révoltée aussi de me dire, mais mince, en étant en contact avec eux, avec les enfants, me dire, mais pourquoi on ne fait pas plus? C'est cette conviction du pouvoir du sport quand même. Ouais. Donc j'ai tout très, très, très tôt convaincue. C'est ça que je trouve très beau. Parce que moi, je suis aussi convaincue que grâce au sport, on peut faire plein de choses. Et
et on m'a déjà reproché en tant que sportif de haut niveau que ce soit, tu sais, très individualiste et un peu, centré sur soi-même. Certes, il y a, je pense, forcément une casquette comme ça, mais ce qui est beau, c'est que grâce à toi, il y a et d'autres, on peut montrer qu'on peut aussi s'intéresser à l'autre et faire d'autres choses, et toujours grâce au sport. Et c'est 100%. ce que je trouve beau. Ouais, ben, ça me fait plaisir. Parce que après, je vois, et aussi, oui, c'est vrai et c'est vrai que de voir, on n'est pas si nombreux que ça en fait à vouloir s'investir par ailleurs. Et, et au début, j'en voulais presque. Je me disais, pourquoi tout? Alors moi, en plus, je suis pas. Alors, il y en a qui créent des fondations. Je pense à de grands athlètes. Voilà, qui sont à un niveau stratosphérique par rapport à nous même sur l'aspect même purement financier, hein. Ouais. Donc ça, je pense que ça joue pour beaucoup. Et bon, moi, je fais pas partie de cette catégorie. Enfin, je pense que je peux dire nous. Et donc, c'était ça aussi, c'était de me dire comment je peux rendre ce que j'ai reçu, parce que c'était assez puissant en moi de vouloir. En fait, en gros, si j'avais pu, j'aurais dit avec un haut-parleur géant, tu vois, dire à tout le monde, mais faites du sport, c'est merveilleux, enfin, ça fait tu vois. Ah Et bah, espèce oui, hein. Tu pourrais être convaincu, je crois que c'était mon post LinkedIn de ce matin, suite aux annonces Gouvernement. budgétaires gouvernementales. Au moment où on enregistre, on est en janvier là, de 2025. Ouais, tout à fait. Effectivement, on est post-jeu et puis on voit que nos convictions peuvent des fois être un peu mises à mal, mais on partage les mêmes. Moi, le sport m'a changé la vie, hein. M'a sauvé même, je pense, la vie plusieurs fois. Et donc, mais toi, en plus de ça, t'es allé, t'as vu ça en France, à Marseille, à Vitrolles, puis ensuite t'es allé dans d'autres pays, et puis aujourd'hui, ben, ta vision et tes convictions du sport ont un impact beaucoup plus grand, puisque c'est même une association qui s'appelle Fight for Dignity, où Oui. tu utilises le sport, le karaté pour un but, dans un but très précis, Oui. quoi, permettre de la reconstruction psychologique, physique de femmes. Oui, de femmes, exactement. Ouais. Raconte-nous un peu, concrètement, comment est né. Quel a été parce que l'idée, elle est là, mais après, comment tu fais pour créer ton asso? Ouais, c'est parti de rencontres, en fait. C'est tout le temps ça. C'est comme Sport sans frontières. Il n'y a pas de hasard non plus, hein. Ouais. Les Sport sans frontières, par exemple, c'était quand j'ai fait mes études à l'ESSEC, il fallait que je travaille. Mes études, j'ai eu la chance qu'elles soient. C'est très cher, hein, ça coûte très cher de faire une grande école. Ouais. Mais j'étais sponsorisée par Enfin, ça a été financé. Donc, j'ai pas eu à payer ma scolarité, mais il fallait que je travaille pour le reste. Donc, j'ai travaillé dans une fondation d'entreprise qui était la première fondation d'entreprise à s'intéresser au sport et à investir sur des projets dont Sport sans frontières. Donc, j'avais la casquette financeur en travaillant à cette fondation. C'est la fondation NJ, qui à l'époque s'appelait Gaz de France, et qui sponsorisait déjà beaucoup d'événements, le tennis féminin, notamment l'athlétisme, avec au Stade de France à l'époque. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que donc Sport sans frontières, c'était pas un hasard. Et de m'y investir aussi, d'aller sur le terrain, c'est ce qui a fait que la rencontre avec les femmes. Pourquoi les femmes aussi? Parce que je les ai rencontrées spécifiquement à Kaboul. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le public avec lequel tu travailles, c'est les femmes. Voilà. Et moi, je me demandais à quel moment c'est arrivé, pourquoi. Voilà. Tu vois, est-ce que c'était pas parce les que je suis une enfants femme. Ouais. Ça peut faire sens. Enfin, ça fait sens, mais. Voilà. Et puis, alors. Souvent on me dit, alors on me dit pas, mais je préfère crever l'abcès avant parce que c'est pas. Mais je le dis, alors on me dit oui, mais attention, quoi, la manière enfin, on en parlait hier. J'ai pas été victime. Voilà, parce qu'on travaille spécifiquement sur des femmes qui ont vécu des violences sexuelles majoritairement, et
Et le fait est que, et souvent on me pose la question à un moment donné, je suis surprise, donc je le dis, Ouais. et que c'est Comme pas... s'il fallait avoir vécu quelque Voilà. chose pour pouvoir ensuite être touché et le considérer. C'est ça. Donc c'est Ouais. possible de ne pas l'avoir vécu et de vouloir vraiment s'investir sur le sujet, Mhm. qui est pas venu comme ça d'un coup. Ah tiens, non, c'est des rencontres. La rencontre de Sport sans frontières, le travail qu'on a fait en Afghanistan, la prise de conscience en Afghan, et bien sûr qu'il y a une égalité de genre. Enfin, on le voit quand on est athlète. Moi, en tant que karatéka, j'ai eu plein de désavantages. J'ai pas eu droit à faire certaines compétitions. Des primes de résultats, elles étaient moindres. Enfin, il y a eu des désavantages. Ça va beaucoup mieux. Exemple très concret sur les inégalités. Qui m'ont pas spécialement touché dans ma progression dans le haut niveau, hein. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui encore, il n'y a que trois catégories. Non, il n'y a que 3 femmes. Le par équipe, c'est 3 femmes plus 2 remplaçantes. Ouais. Les garçons, ça a toujours été 5. C'est-à-dire que ça n'a pas évolué. On peut trouver les arguments qu'on veut. Mais c'est quand même injuste que le par équipe, même stratégiquement, le par équipe, 2 victoires, c'est fini. Tu vois, 5, tu joues différemment. Ouais, c'est pas du tout la même compétition. Non, absolument. Et moi, quand j'ai arrêté ma carrière, donc en 2006, ils ont basculé sur le même nombre de catégories de poids hommes-femmes en 2008. Ah, c'est tard. La taekwondo, qui était moins développé que nous dans sa structuration, dans son organisation même mondiale, ils avaient déjà les 5 catégories avant d'être olympique. Ça vient d'où ça? Tu vois, ou alors les combats, pendant longtemps, c'était 2 minutes. Les garçons, c'était 3. Mais pourquoi? Là, c'est toujours ces inégalités, plus la misogynie, plus les violences voilà, plus de manière globale. Aujourd'hui, en 2025, ils viennent passer les nouvelles vagues d'élections dans les fédérations. Il n'y a que 2 présidentes de fédérations sport d'été de discipline olympique. Enfin, je suis même pas sûre. Hein. Non, gymnastique seulement, je crois. Sur tous les sports olympiques. Sur tous les sports olympiques. Je crois elle est en gymnastique. Et je vais faire attention, mais je crois qu'il y en a 2. Mais c'est quand même ridicule. Ouais. Après, il y en a une qui s'est présentée sur la boxe. Elle a tellement été taclée de partout. C'était scandaleux. Sarah, qu'elle s'est retirée, quoi. Mais oui, c'est lamentable. Ouais. Donc, on a encore un long chemin. Mais ça n'a pas été ma motivation. Moi, je n'ai pas eu cette perception. C'est en comparaison que je me suis rendu compte que oui, bien sûr. Après, presque aujourd'hui, toute la notion de harcèlement, quand ça arrive, ou quand on te met une main aux fesses, ou quand on te fait des réflexions sur tu fais un sport de combat, donc tu es homo. Bon, j'étais tellement j'aime tellement ce que je fais, Laisse passer. Voilà. Mais ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, je ne laisse pas passer. Tu vois, ou quand tu vois alors, il y a beaucoup les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important, où tu vois encore des échanges, des tables rondes de réflexion ou de prise de parole, ou des événements où tu as 0 femme. On est d'accord. Je savais que tu allais dire mais ça. Oui, on parle de la place de la femme, mais il n'y a que des hommes à la table. Voilà. C'est un truc fréquent. Même sans parler de ça, il y a... Mais à l'inverse, hein, si je vois une table ronde, il n'y a que des femmes, je dirais la même chose. Mais sauf que c'est quand même plus... Voilà, déjà sauf si on va parler de féminisme ou voilà. Bon, je caricature, non, je caricature pas, c'est une réalité. Mais bon, alors il y a tout ça, mais vraiment le point de départ pour moi, c'était l'accessibilité à la pratique. Et 2005, donc j'étais encore athlète, et quand j'ai compris que parce qu'on est femme, on n'est pas libre, et que si on veut faire du sport, c'est au prix de sa vie. Ça te fait quand même... c'est une réalité quand tu es sur le terrain, et que donc aujourd'hui, enfin, je peux même pas m'imaginer en fait de ce qui est en train de se passer pour les femmes. Enfin, c'est inacceptable. Je sais pas. C'est révoltant, et je crois qu'on n'a rien de... Il y a pas pire que ce qui a été imposé dans ce pays. Par ailleurs, dans d'autres temps, quoi. Même dans d'autres temps, je pense que la femme n'a jamais été traitée de cette manière-là. Donc, on arrive à des niveaux. Là, tu penses à l'Afghanistan?
actuel. Ouais, Mais actuel. en 2005, c'était post-Taliban. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient partis. Il y avait un ministère de la condition des femmes. Enfin, il y avait une ouverture à la communauté internationale pour vraiment faire évoluer la condition de la femme. Et par le sport et par ce que proposait Sport sans frontières, ça m'a beaucoup touchée. Et il est vrai que à ce moment-là, je me suis vraiment adressée à ce public-là. Et plein d'autres expériences avec d'autres ONG, conseil d'administration, l'appel, agence pour l'éducation par le sport, premier de cordée, donc le sport à l'hôpital. Ah oui, aussi. Oui. Ouais. Et puis, donc, j'ai Avec vraiment Nathalie développé... Péchola qu'on devrait recevoir bientôt. Ouais, On super. Voilà, Nathalie. Et puis, donc, à la genèse, c'était Alexandre, puis maintenant, c'est Sébastien qui vraiment amené ce sport à l'hôpital en vraiment essayant de fédérer les fédérations, des athlètes, pour vraiment se mobiliser pour les enfants à l'hôpital. Et fort de cette expérience, des rencontres, celle du docteur Denis Mukwege, à l'occasion du Forum des femmes francophones en 2013. Il témoigne de son parcours de gynécologue dans son pays, la République démocratique du Congo. Et là, c'est un choc. Ouais. Viol utilisé comme arme de guerre. Et pourquoi ça m'a particulièrement touchée? Bon, déjà, l'homme en tentative d'assassinat, parce qu'il dénonçait ce qui se passait dans le nord du Kivu, de la région est de la RDC, donc dans la région des Grands Lacs. Et là, voilà, je suis choquée, sidérée. Et il se trouve qu'en 2010, j'avais fait le marathon pour la paix au Burundi, pays limitrophe de l'Est de la RD Congo. Et concours de circonstances, la personne qui avait organisé le marathon pour la paix au Burundi, sa femme, qui est suédoise, Suzanne, travaillait sur la création d'un programme holistique, pluridisciplinaire, pour les survivantes du viol utilisé comme arme de guerre opéré par les équipes du docteur Mukwege à Bukavu. Et là, on a appris ça et on y est allé. Et fort de l'expérience que j'avais déjà de l'Afghanistan, des différentes ONG et tout, j'ai dit, si j'y vais, je pérennise. Et c'était, en fait, c'est comme si c'était pour moi l'aboutissement ou le début. C'est comme si tout ce que j'ai fait, c'était pour ça, pour cet engagement, mais avec l'expérience, me dire, il faut que ce soit structuré, méthodique, processé, parce que j'ai aussi fait le constat que rendre le sport accessible et disponible pourquoi les femmes, parce qu'une femme sur 3 dans le monde a vécu des violences physiques et ou sexuelles, et que oui, il y a traumatisme après les violences psychologiques, ce qu'on appelle les troubles de stress post-traumatique, dans le pire des cas, et donc il peut y avoir une réparation psychoclinique, psychologique, même si c'est pas forcément systémique. Mais le corps, je vous pose la question, même aujourd'hui, et je parle pas d'une zone sensible que ce soit en conflit comme en ce moment en Ukraine, guerre, ou que ce soit en pays en paix comme en France, une femme qui vit des violences aujourd'hui, prenant classiquement des violences conjugales, avec tout ce qui peut freiner la victime juridiquement, parce qu'il y a eu agression, mais pour cette femme qui a vécu ces violences, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui peut la réparer physiquement, en connaissance de cause, Qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose de proposer. En tout cas, on propose à la rigueur du soutien psychologique, mais qui est long, qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est vrai que le corps, il est laissé de côté, quoi. Alors que la violence, à un moment donné, elle est corporelle. Donc là, c'est là que je me dis, il n'y a pas un sujet là? Et pourquoi est-ce que le sport ne se mettrait pas à la disposition de ce public? On peut le faire que si on sait de quoi on parle. Ouais. Et que on puisse répondre aux symptômes spécifiques. Et c'est ce que cette réflexion, elle m'est venue en faisant le constat que le docteur Mukwege, qui était donc, j'ai commencé en 2014 ma première expérience là-bas, en embauchant un enseignant, Franck Wabé, qui est toujours l'enseignant qui est enseignant actuel, et en me disant, bon, déjà moi j'y suis allée, au début je pensais self-défense. J'ai dit oui, elles ont été agressées, donc il faut qu'elles apprennent à se défendre. Toute la notion des symptômes post-traumatiques, je les avais pas.
Je comprenais pas. Sauf que quand tu commences à faire, comme je pouvais faire avec les enfants, j'avais l'habitude, ou les femmes quand j'étais en Afghan, on avait fait tous les jours pratiquement, j'entraînais l'équipe nationale afghane et puis on faisait des exercices, je les amenais avec l'expertise qu'on a, tu vois, c'était graduel, et puis on y allait. Là, j'avais des femmes, des jeunes femmes, elles ont entre 16 et au Congo, donc elles ont entre 16 et 23 ans. Donc, quand on dit viol utilisé comme arme de guerre, il y a encore des exactions dans le Nord Kivu, mais là, on est vraiment sur des viols où, comme elles sont jeunes, il peut y avoir des fistules, c'est-à-dire qu'elles sont perforées à l'intérieur. C'est ce que répare le docteur. Il peut y avoir l'enfant issu du viol. Physiquement, il peut y avoir des descentes d'organes. Et c'est pourquoi il y a une opération chirurgicale. Donc le public, c'est des jeunes filles donc, qui ont l'enfant issu du viol et ou le sida, qui ont donc une opération et par exemple ça s'est mal passé, donc elles sont toujours incontinentes, elles sont pipi sur elles. Elles ont été rejetées par leur communauté, par leur famille, donc elles sont ou orphelines, puis elles arrivent des fois de la campagne. Donc elles savent pas lire, elles savent pas écrire. On est dans le pire des cas. Ouais. Et donc quand j'ai commencé, moi j'ai pensé comme ce que je savais faire. Sauf que en fait, tu commences à faire. Je pensais self-défense, donc oui, coup de genou, défense et tout. Sauf qu'en fait, j'avais des petites déjà qui captaient rien et qui ensuite, prenaient pas ce qu'on faisait. Et puis ensuite, elles étaient dissociées, elles n'étaient pas là. Ouais. C'est-à-dire que tu voyais que nous, on se regarde comme ça, et puis tu vois, tu sens que là, il n'y a rien. Je me suis dit, bon. Alors moi, je me suis dit, ok. Et là, toute la réflexion est venue. Plus le fait que je me suis dit, mais il y a tout ça autour d'elle, d'accompagnement médical, psychologique, socio-professionnel, puisqu'elles étaient en formation, tu vois, la coupe-couture, savonnerie, après le savon, informatique, alphabétisation. Puis si elles avaient déjà un certain niveau, elles pouvaient apprendre des métiers. Et évidemment l'approche juridique, parce qu'impunité, parce qu'il faut qu'elles portent plainte, il faut voilà. Dans un contexte très compliqué quand même, d'insécurité absolue, voilà. Et c'est là que je me suis dit, mais le corps, tu vois. Et puis, je regarde un peu autour de moi et on m'a dit, pourquoi tu fais pas ça en France, Laurence? J'ai dit, pour moi, de la France, la question se posait pas. Je pensais qu'il y avait des choses qui étaient mises en place pour les femmes qui vivaient des violences. Et en fait, par le corps, non. Non, très peu. Il y avait de manière très... il y a Violaine Guérin, c'était de manière très précurseur qui avait amené de l'escrime réparatrice. Mais où tu as l'équithérapie un petit peu, mais c'était resté de manière très... c'est plus très le lien, anonyme, tu vois. C'est plus le lien et l'attachement à l'animal plus que le corps en mouvement en lui-même. Voilà, quoi. il y avait... Mais ce qui est quand même beaucoup, tu vois, bon, il y a après, je veux savoir à quelle limite on dit sport, pas sport, tu vois, je sais pas, mais il y avait, bon, je suis d'accord qu'il y a l'animal, mais tu pourrais te dire que, bon, le basket ou le squash, il y a une balle entre toi et l'autre. Ouais. Je ne sais pas. Et ça a été une vraie question. Alors, excuse-moi, je fais une petite digression là-dessus, mais oui, parce que... Bon, non, je continue. Mais en tout cas, sur ce que je savais faire, oui, c'était de me dire comment, effectivement, je peux arriver à faire que ces femmes... au moment où elles ont ce temps-là pour elles, prennent. Mais si tu le fais sans savoir par où ça passe, d'où viennent les symptômes, quel est leur rapport à leur corps, par où ça passe dans leur tête, elles vont pas prendre. Ouais. Voire elles vont pas venir, parce qu'elles vont se dire, ouais, bon, voilà. Et là, sachant que... et donc, du coup, j'ai creusé. Et avec humilité. Avec humilité parce que c'est déjà ce qu'avait mis le docteur Mukwege en place déjà en 2014, hein, c'est transverse, c'est-à-dire que tu peux pas répondre à ce mal sur une femme, pour prendre une femme de manière unique. Tu es obligé c'est pas juste un corps qu'on répare et non. C'est plusieurs choses. Le docteur, c'est pas pour rien qu'on utilise le viol utilisé comme arme de guerre. C'est méthodique. Parce qu'on sait que violer une femme qui est la matrice dans la société, c'est pas que la femme, en fait, que tu mets en difficulté. Enfin, évidemment que l'être humain, il est fracassé. Mais c'est tout ce qu'il y a autour.
tu déstabilises totalement une société. En l'occurrence, dans cette région, pour des raisons minières, cobalt, coltan, or, diamant, dans le Nord Kivu, il y a des conflits parce que c'est le paradoxe de ce pays qui est dans une misère pas possible, alors que c'est le pays le plus riche au monde en matière de minerais. Ouais. Ça rend dingue, quoi. Comme quand il y a un conflit en Bosnie, il y a eu pareil, le viol a été utilisé comme arme de guerre. On violait systématiquement des femmes, on les enfermait et on leur dit tu portes l'enfant serbe. C'est-à-dire qu'on leur mettait dans la tête, violer, tu es bosniaque, moi je suis serbe, je te viole, t'as vu ton enfant? Quel impact ça a dans la société? Ouais. Voilà. Et c'est exprès. Parce que derrière, c'est l'enfant. Et pour elle, l'autonomie, l'émancipation, l'inclusion dans la société était mal perçue par les autres. C'est un continuum, en fait. Pour elle et pour le futur, en fait. Voyez. Et c'est ça qui... Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est... C'est la genèse de... Ouais, c'est la genèse. La genèse de Fight for Dignity. Exactement. Le docteur Mukwege, c'était prix Nobel de la paix. Il a été co-prix Nobel en 2018 parce qu'il a eu de cesse d'alerter la communauté internationale. Moi, quand il a témoigné en 2013, il a eu une tentative d'assassinat quand même. Ouais. Et quand j'y suis retournée régulièrement, oui. Même toi, tu t'es retrouvé en système protégé lorsque tu te déplaçais. En fait, c'est assez simple, je sortais pas de la structure. De la Fondation Panzi. Je sortais pas. Alors, non pas pour risque de... Alors, globalement, ça peut arriver de n'importe où aussi parce que il y a beaucoup d'insécurité. Mais d'abord, j'avais besoin de m'immerger pour... les petites il y a 45 lits, maison d'Orcas. La maison d'Orcas, c'est la structure dans laquelle elles sont hébergées. Donc, je vous ai précisé leur profil. Et elles restent au sein de la structure. Après, elles dorment, elles ont leur enfant. Puis après, elles vont faire leurs différentes activités. Et donc, non, je sortais pas parce que je me suis dit, j'ai pas beaucoup de temps. J'étais déjà à l'époque, mes enfants étaient là. Donc, je partais 10 jours régulièrement, 1 fois ou 2 fois par an, je partais 10 jours, former Franck, l'enseignant, et puis aussi essayer de mieux comprendre, mieux structurer le concept de la méthode que j'ai créée pour que les séances thérapeutiques, donc karaté adapté, puissent répondre avec un vrai protocole et avec rigueur, parce qu'on travaille sur un public extrêmement vulnérable, répondre à leurs besoins. Ouais. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça. On parlait ça souvent que je dis ça, non? Que je ne sais pas pourquoi je dis ça. non, mais après, tout est intéressant. Donc, ouais. C'est des analyses qu'on a quand on est athlète sans arrêt. Et puis à un moment donné, je ressors du truc et puis je dis attends, je dis ouais attends, tu fais ça. Et souvent on me dit ouais mais là Laurent c'est trop long, on te suit pas, c'est pas simple. Et je lui dis merde putain, excusez-nous mais là donc, merci. En plus moi j'ai une pensée mosaïque comme toi. Du coup je suis. Mais Camille, elle doit se dire. Non, je suis. En fait, je suis absorbée par vos paroles, par tes paroles. Et j'avais une petite question un peu décalée, mais tu dis que tu avais déjà tes enfants à ce moment-là. Est-ce que le fait d'être maman, toi-même, ça a changé quelque chose dans cette vision, cette perception? Est-ce que c'était pas trop dur aussi de laisser tes enfants à ce moment-là? Alors c'est ça la communication, tu vois, le fait de l'importance du couple. Déjà j'ai eu mon mari, on s'est rencontrés très très tard, j'avais 38 ans. Donc pour moi j'avais accepté de pas avoir d'enfant. Parce que je m'étais dit, non, c'est pas que j'avais pas des problèmes de fertilité, d'ailleurs ça s'est très très bien passé, j'ai kiffé mes accouchements, mais de ouf. J'ai adoré ça. C'est comme quand t'arrives à... C'est trop bien. Ah là là, mais donc tout s'est très bien passé, même ça se passe toujours bien. et tu vois, c'est comme quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière, c'était voulu. C'est un privilège. Tu vois, après, je l'ai anticipé, mais l'arrivée des enfants, ça a été une expérience de parents. C'est-à-dire que je n'étais pas seule. Ça aussi, c'est la chance. Donc, on était tellement on l'est toujours aligné avec mon mari, et il m'a acceptée comme je suis.
Quand on s'est connus, donc j'avais arrêté ma carrière et je pense que certainement j'avais pas rencontré l'homme parce que j'étais j'ai eu des expériences, mais il y avait une attente d'une en tout cas dans mon expérience, ça pourrait être inversé, hein. Quoique non, parce que j'ai vu beaucoup de gars d'équipe de France, leurs femmes, c'est compliqué, hein, la vie d'athlète, hein, mais moi, j'étais jamais à la maison. Bah ouais. Et j'adore ça, en fait. C'est pas que j'adore, je fuis rien, mais c'est juste que j'aime aller à la rencontre des autres. Je pense que j'ai fait une longue carrière dans le sport parce que j'aimais rencontrer d'autres cultures, avoir cette sensation. Tu vois, de l'expérience de te dire que tu t'es préparé, t'es arrivé à un point de sensibilité à toi-même, aux autres, de connexion à l'autre exceptionnel parce que tu développes des choses, la personne en face aussi, et c'est ça que j'adorais. Et donc, mon mari a accepté. Et ça, il a accepté le fait que j'ai besoin de ces temps-là. J'ai besoin d'aller vers l'autre, peut-être dans ces conditions-là, je ne me l'explique pas, mais d'aller effectivement aussi dans des zones sensibles, on va dire. Et pour moi, c'était très clair, c'était un plaisir pour moi d'y aller. Donc là, j'étais contente. Donc si je suis contente, mes enfants étaient contents. Et ouais. Et j'étais enthousiaste. Et quand je partais 10 jours, c'était donc je leur partageais ma joie, je leur expliquais il y a un temps pour tout de parler de choses terribles comme celles que des femmes avec qui je travaille, mais j'y allais sans culpabilité et j'y allais heureuse, voilà. Et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de question sur le fait que j'étais absente ces 10-15 jours. Donc voilà. Super. C'est merveilleux, oui. Bah ouais, ils doivent être tellement fiers de leur maman. Oui, mais même par exemple, le fait, ils ne savaient pas que j'étais comme je suis investie pas directement à l'échelle de ma fédération, ils se sont pas rendus compte. Ouais. Tu vois, je peux les amener des fois. Bon, il y a l'Open, la première ligue de karaté là. D'ailleurs, c'est en janvier. Je les ai amenés pour voir les copains, tout ça, tardivement. Mais ils n'ont pas compris pendant longtemps qui j'étais. Ouais. Et c'est pas grave. Ouais. Enfin, pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Et c'est pas que je suis pas gênée d'avoir fait tout ce que j'ai fait, mais c'est pas. Je suis plus dans le haut niveau. Enfin, je suis à la commission des athlètes. J'ai cet honneur de faire partie de la CAN. Mais ce que pourtant, j'y étais même quand on est rentré à Tokyo, aux Jeux Olympiques, et j'ai amené plus la dimension double projet, la dimension égalité, j'ai nourri autrement la CAN, même si c'était pas la priorité non plus, ou les relations internationales quand j'étais diplomate. Voilà. Mais du coup, les enfants, il n'y avait pas de sujet ni pour moi ni pour eux. Ça faisait partie de l'équilibre, le mien. Et si toi, t'es bien, eux, ils sont bien. Enfin, je dis ça, mais peut-être qu'ils vont me le reprocher quand ils seront plus tard, tu vois. Ouais. Non, mais je crois que Jonathan partage cet avis. Ouais, moi, complètement. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, il y a ce que tu apportes et ce que tu transmets. Je trouve ça rigolo que tes enfants, par exemple, connaissent pas forcément, enfin, ils n'avaient pas d'idée de ta première carrière. Il y en a qui vivent un peu dans le passé, puis il y en a qui vivent dans le présent, et puis moi je vis dans le futur déjà. Et puis puis toi tu vis vraiment dans le futur. Ouais. Je pense que les engagements que j'ai maintenant avec Fight, c'est une vraie prise de risque, je vous le dis, hein, c'est une vraie prise de risque aussi économique pour moi, parce que je fais le choix donc pour l'instant je suis entrepreneur sur un projet que je considère qui répond à d'économie sociale et solidaire, sauf que en tant que fondatrice, pour l'instant, je me rémunère pas. Ouais. Ah ouais. Et donc, puis, je crois que ça fait un moment que je crois que je t'avais déjà entendu le dire il y a 1 an et demi, c'est-à-dire que. Oui, j'arrive à la limite là. C'est pas faux. Ouais, c'est un peu. Ouais, pardon.
Non, mais parce qu'il y a plein de trucs et j'essaie de garder l'idée du timing parce que j'ai pas envie de te mettre en retard parce que tu vis dans le futur, mais là, tu as l'air bien au présent alors que moi, j'essaie de penser à ton futur et tu as rendez-vous d'après dans ta journée. Et en fait, il y a plein de choses dont tu aimerais parler encore. Fight, il faut que tu nous parles de Fight concrètement aujourd'hui. Et justement, peut-être même pour que des auditeurs te filent un coup de main, Et ouais. comment on aide Fight for Dignity, comment on peut te venir en aide, comment on peut t'épauler. Enfin, tu vois, ça, j'aimerais bien qu'on prenne un temps pour y répondre. Et après, il va falloir qu'on se revoie parce que j'ai d'autres questions Et sur, ouais. tu vois, la mission parlementaire. Enfin, tu vois, C'est clair. En parlementaire, moins, mais plus ma mission diplomatique. Parce que, ta mission diplomatique. ouais, Ouais. c'était vraiment ce qui m'avait plu et pourquoi je l'ai accepté, c'est qu'on est venu me chercher pour l'ingénierie. Pour ma compétence transverse, à la fois business, développement durable, avec l'expérience notamment africaine, mais globalement ma connaissance de l'écosystème sport et développement durable, et ancienne athlète. Je cochais beaucoup de cases pour acculturer, accompagner et participer au rayonnement de la France de cette manière-là. C'est le rôle de la diplomatie aussi. Et puis évidemment, à l'aube des Jeux. Ouais. Voilà, ça c'était merveilleux. Très peu de moyens, donc je disais que on était bon, c'est un peu c'est quoi ce que je disais? Alors, il y avait deux choses qui m'ont ressorti du ministère des Affaires étrangères et de mon expérience d'ambassadrice pour le sport. C'est ne pas avoir les moyens de l'ambition. Ouais. Et le deuxième point, que j'ai eu beaucoup d'admiration pour les diplomates qui étaient mais tellement investis, avec tellement de rigueur, ouais, c'est un métier assez passionnant, et les agents de l'État qui travaillent dans ce ministère, j'étais vraiment, que ce soit en poste dans les ambassades, mais aussi ici à Paris. Waouh, c'est ouais, et c'est un métier qui se rapproche, je trouvais, beaucoup de notre état d'esprit athlète. Beaucoup Ok. dans le devoir, une vraie expertise et très très investie, très très convaincue. Et donc c'était plutôt, je me disais, faire savoir le savoir-faire. Ça, c'est un truc aux affaires étrangères. Ils font des choses merveilleuses, mais ça se sait pas. Peut-être par obligation, hein, mais quand même. C'est un métier. Et je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est d'abord d'avoir eu la confiance de l'État. J'ai été la première athlète à avoir cette fonction de fonctionnaire de haut niveau. Donc c'était encore une fois un honneur, et j'avais aussi le souhait d'ouvrir la voie. Ça veut dire qu'on a des compétences extraordinaires. On a beaucoup de points communs avec ce métier. Et j'espère que j'étais à la hauteur de ce qu'on représente, athlète, pour à la fois donner aux athlètes l'envie d'y aller, casser des a priori, des préjugés que pouvaient avoir certains diplomates sur notre capacité à faire et à s'investir dans cet écosystème. Voilà. Il y a très peu d'athlètes ou même, je dirais même de sportifs, sans être sportifs de haut niveau ou sans être à notre niveau, mais vraiment on a des valeurs extraordinaires qui à mon sens, correspondent à ce qui peut être attendu dans l'écosystème de la diplomatie, notamment l'écoute, capacité d'écoute et de négociation. Nous, intrinsèquement, dans le sport, gérer un conflit, on sait ce que c'est. Et les spécificités dans la diplomatie, c'est qu'il y a des règles communes internationales. Ça nous parle, ça, non? Ouais. Et que du coup, ces règles, il faut les respecter. Et finalement, quand on arrive sur notre ère de travail, le terrain, le stade, le tatami, on connaît les règles. Et la chose qu'on a à faire, c'est d'essayer de convaincre l'autre, ou en tout cas d'être dans de la coopération, certes agressive, mais en tout cas c'est comme une joute verbale, c'est de dire regarde, voilà, ça c'est ce que je sais faire, toi tu fais ça, alors on y va. Et là on gratte. On gratte ou pas, on perd, on gagne, mais il y a un moment donné, il y a un partage et on s'est compris. Et qu'on soit musulman, juif, qu'on soit en conflit ou pas en conflit, on se parle. Parce qu'on a un terrain commun. C'est pas merveilleux?
Ouais. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui à mon sens, nous rassemble dans ce métier. Enfin, nous ressemble. Ouais, c'est une Rassemble aussi. analogie, Ouais. c'est une analogie super. Ouais. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais effectivement, ça fait très très sens. Et puis Fight for Dignity, c'est très ambitieux. C'est un projet très ambitieux. La structure, elle a été fondée parce que je voulais, au départ, de manière empirique et de manière intuitive, je me suis dit, OK, il y a eu des violences et il y a peut-être deux choses qui pourraient accompagner, aider les femmes qui ont vécu ces violences. C'est l'estime de soi, qui est vraiment niveau nul, voire zéro, voire j'ai juste envie de me suicider, hein, parce que je sais plus, je me débrouille plus de ce qui m'est arrivé. Et le deuxième point, c'est la réappropriation corporelle. Et quand j'ai commencé au Congo, comme ça, c'est en manière intuitive encore. Je pensais self-défense. Enfin, aujourd'hui, je me dis c'est un non-sens absolu. Parce que j'ai appris et j'ai compris des choses. C'est de se dire, les petites, au bout de 2 ans, m'ont dit je veux transmettre. Donc, moi, mes deux cases, estime de soi et réappropriation ou reconnexion corporelle, elles étaient cochées, mais elles se projetaient. Elles se projetaient, donc ça voulait dire espoir, engagement. Et parce qu'elles me disent, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai pas envie que ça arrive à ma tante, à ma grand-mère, à ma voisine, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'était pas que par rapport à ce que j'ai fait, attention, à ce que j'ai fait, ce qu'on a mis en place. C'est aussi parce qu'on l'a fait de manière, et ça c'est fondamental, de manière holistique, de manière, je l'ai fait avec d'autres personnes expertes en médecine, en psychologie, en justice, en juridique, avec une adaptation et une capacité donc socio-professionnelle pour se dire ouais, eh ben on va aussi t'accompagner pour que tu retrouves ton job, pour que tu vois. Et l'autre chose merveilleuse, donc je me suis dit ok, il faut concrétiser, il faut aller plus loin. Et la deuxième chose, c'est qu'on m'a dit pourquoi tu fais pas ça en France? On a fait en France et on est arrivé à faire ce qu'on a fait au Congo en France. Donc je me suis dit là. En France, aujourd'hui, Fight for Dignity, aujourd'hui, c'est 2 salariés, c'est 16 enseignantes qu'on forme. Hein, on est en train de demander de faire Calliope, donc pour valider cette formation. On a 3 coordinatrices. On est sur 16 structures en France. On a signé une convention avec les hôpitaux publics de Paris. Ça veut dire qu'on est sur 4 hôpitaux à Paris. Et on amène dans des structures médicalisées, pour l'instant majoritairement Maison des femmes, mais aussi Women and Children Safe à Saint-Germain-en-Laye, on amène une compétence où l'enseignante formée aux violences, on lui a permis de déconstruire son approche spécifique d'enseignante club, par exemple. Elles ne sont pas toutes enseignantes en club, mais elles ont cette compétence, elles sont diplômées d'État, elles sont formées à transmettre, à enseigner. On a déconstruit la manière dont elles apprennent pour qu'elles l'adaptent. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif. C'est le temps du parcours de soins de la patiente et le temps qu'elle fasse ce parcours de soins, si elle le souhaite, parce que le personnel soignant lui recommande la pratique. Donc ça veut dire que quand le psychologue ou le gynéco qui la suit dans son parcours lui dit « Ah, tiens, peut-être que tu devrais essayer l'atelier karaté », la patiente, si elle le souhaite, peut venir. Et elle reste entre 6 mois et 2 ans en fonction de ses pathologies, de ce qui a été du diagnostic. Elle reste ce temps-là. Donc on est... comme moi, je n'avais pas de compétences et que je le faisais de manière empirique, je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça ne fait pas l'effet inverse? Et donc, je me suis dit, faisons appel aux experts du sport, donc les STAPS. Faisons appel à des experts qui sont en activité physique adaptée, activité physique et sportive adaptée, parce qu'on fait du sport, on ne fait pas de l'activité physique, c'est du sport. Et c'est un gros levier aussi pour les femmes de savoir qu'elles font du sport. Et faisons cette évaluation tout de suite quand on arrive en France. La première structure, la Maison des femmes de Saint-Denis, dans laquelle on est allé, qui aujourd'hui a fait beaucoup de bébés et dans lesquels on s'inscrit aussi en France, on s'est dit, faisons cette recherche pour voir si scientifiquement ça a du sens, si c'est vraiment positif pour les femmes et si ça peut appuyer et approfondir notre niveau de formation des enseignantes pour l'instant. Voilà. Et donc aujourd'hui, Fight, c'est ça. On travaille aussi, on fait de plus en plus de sensibilisation, prévention, harcèlement notamment, dans notre écosystème du sport.
mais aussi parce qu'on nous a sollicité pour ça aussi. On s'est dit, mais pas que, parce qu'aussi on est sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que le premier partenaire, ça a été la Fédération française de voile. Ils ont fait venir les petites au centre national. Et puis, comme il y en a qui arrivaient de Marseille, elles arrivaient de partout. S'il y avait eu une situation et qu'une jeune fille avait osé sortir du silence, on savait vers qui la renvoyer. Et ça s'est fait, ça s'est construit avec le staff, naturellement. On a abordé un protocole quand on fait les choses. Parce qu'encore une fois, le pourquoi je me suis engagée dans ce combat-là, c'est parce que j'avais c'est d'abord pour essayer de répondre aux témoignages de ces femmes et de ces jeunes filles. Je dis comment moi, avec mon expertise, comment mon expertise du sport peut être utile. Et aujourd'hui, on en est au point où, alors évidemment, souvent, c'est pas évidemment mon expertise est karaté. J'espère que demain, ce sera le squash, ce sera le basket, ce sera le tennis de table, ce sera le football. L'ouverture de ce modèle-là. La compétence, elle est là. Le concept de la méthode, elle est là. Elle est approuvée, elle a été travaillée avec des experts des violences, avec des psychologues, avec des kinés. C'est une approche qui est transverse. Au milieu, on a le sport, mais on peut faire du yoga, de la sophro, de la l'adapter à d'autres pratiques. On fait à l'intérieur de ça, tu vois. Mais effectivement, une fois que ça existe, le gros challenge qu'on a aussi, c'est de se dire comment on peut faire pour convaincre les autres sports et leur dire voilà, il y a ça qui existe, prenez-le. Et tu as l'impression que c'est un obstacle, enfin, c'est difficile de convaincre les gens parce que... Oui, bien sûr. Ah ouais. Je pense que... C'est quoi les freins que... C'est la peur, c'est la méconnaissance. C'est... Ça dépend... ça dépend qui. Moi, au début, le docteur Mukwege, il souriait. Ça va, la championne. Tu vois, c'est la championne. Non, mais en fait... Et merci de me donner l'occasion de partager. J'ai une vision, en fait. Tu vois, et peut-être pourquoi je pense futur, parce que je me dis aussi que peut-être déjà, ça prend un temps infini. Enfin, infini par rapport à l'urgence, parfois, que tu constates pour certaines femmes ou même les structures. C'est fragile. Et il faut convaincre que le sport a cet effet-là. Il faut convaincre le personnel soignant, il faut convaincre les gens dans notre écosystème. Au début, quand je suis revenue, quand je suis revenue du Congo, j'y suis allée avec juste l'expertise, le cœur. J'avais rien, j'avais des kimonos, j'y allais avec mon argent. Et on a eu un... Et donc, quand je disais ce que je faisais, c'est bien. Puis c'était gênant, tu vois. Tu parles de violence sexuelle. Ouais. Là, je parle de vulve, d'anus, de périnée. On travaille beaucoup le périnée. Je parle de femmes. C'est pas d'hystérie. Elles sont pas nymphomanes. Hein, elles sont. Oui, il y a des addictions. Oui, il y a des conduites à risque. Oui, elles ont envie de se suicider. Oui, elles sont comme ça. Elles vont déjà avoir des changements. Oui, elles vont s'enfermer. Tu sais pas qui t'es en face potentiellement. Mais moi, je juge pas. Et c'est parce qu'on voit un comportement différent de nous qu'on va juger. Alors qu'en fait, je ne juge pas l'autre. Il y a des trucs hyper puissants. Pour moi, c'est des survivants, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, des fois, c'est des personnes différentes, mais c'est des battantes, c'est des héroïnes. Tu vois. Et donc, du coup, tu te dis, OK, écoute-les. Et moi, mon truc, c'est de dire comment je m'adapte. Mais quand tu l'expliques comme ça, en fonction de ce que... Regarde, c'est comme nos disciplines. Moi, le karaté, tout de suite, on va dire t'es un homme. J'ai l'habitude des a priori. J'ai l'habitude des a priori. Mais j'ai juste essayé enlève-toi les préjugés. Et c'est juste de voir que tu as un être humain en face et te dire, OK, après... Je suis pas une sauveuse non plus, hein. Enfin, je veux dire, c'est juste que je veux dire, mais voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre de manière concrète, de manière méthodique, par la preuve aussi et par le témoignage et par l'effet que ça, voilà. Et des fois, on manque de ça. Ouais. Voilà.
Je vais leur passer. Si les auditeurs peuvent te filer un coup de main ou Fight for Dignity aujourd'hui a besoin de quoi? Alors, on a besoin, comme toute association qui se respecte, de financeurs. Ouais. Heu, Ça, on peut. Tu Parce que vois? nous, on va mettre le lien et tout, tu vois, Ouais. évidemment. Ça, sur le site internet, on peut aller Mais ouais. financer une partie de. Voilà, on a été pépite Fondation de France, donc ça a été on a eu la chance aussi d'avoir quand même des partenaires qui ont cru au projet Mhm. et qui nous ont permis aussi de se développer. Donc ça veut dire de pouvoir, avoir les moyens d'ouvrir dans plus de structures médicalisées, Mhm. de pouvoir former plus, de pouvoir, aujourd'hui avoir 2 salariés. Mais aujourd'hui, on pourrait ouvrir donc on est à une grosse formation annuelle avec des temps on a l'INSEP d'ailleurs, là, normalement, en avril prochain. On a un gros temps le 31 mars 2025 où le docteur Mukwege va venir. On va vraiment mettre en perspective ce qu'on fait aujourd'hui, ce vers quoi on veut tendre, avec un partenariat qui est avec La Poste qui nous accueille. Mhm. Ça sera à Paris dans le 15e. Vous êtes les bienvenus. Ah, super. Et tu vois, on fait des initiatives. On n'en fait pas assez, ces initiatives-là. On a besoin de plus faire savoir notre savoir-faire, nous aussi. Ouais. Mais on est tellement la tête dans le guidon sur le côté. C'est ce que j'avais en tête tout à l'heure quand tu parlais de ça, Ouais. faire savoir son savoir-faire. Je me suis dit, mais tout ce qu'elle fait, tout ce qu'ils font, tout ce que. Il faut. Faut que ça sache, hein, Ouais, n'est-ce ouais, pas? c'était Mais en fait, concerné, quoi. c'est hyper compliqué à la fois de travailler. On a une deuxième recherche-action qui est lancée. On aimerait en lancer une avec le docteur Mukwege pour vraiment développer la partie zone sensible. Hmm. Tu vois, on aimerait aller à Bangui, on aimerait aller en Colombie, au Mexico, ou proposer, former plus et tout. Mais tout ça, ça demande des moyens, tu vois. Et voilà, j'aimerais aussi créer une fondation abritée. Ça demande aussi Et puis aussi, tu vois, en bonne et sec aussi, il y a un point fondamental qui est aussi cette capacité à gérer. Et donc à faire un appel. J'ai jamais été contre, et je pense que c'est la force quand on est athlète aussi. Je ne sais pas tout faire. Donc, je vais chercher la compétence, tu vois. Et cette compétence de la levée de fonds, voilà, c'est aujourd'hui, on n'a pas les moyens de payer quelqu'un à temps plein pour faire ce travail. Faire ce Voilà. dossier, il faut faire ce travail de levée Donc, de fonds. qu'est-ce que tu fais quand tu priorises? Nous, on priorise le terrain, on priorise la capacité à accompagner plus de femmes et aller dans les structures médicalisées. Mhm. Mais à côté de ça, la communication, difficile, même si on va voir le site internet qui a été refait, donc fightfordignity.net, allez-y. Ouais. Allez-y, ouais. Voilà. Mais voilà, tu es obligé de faire des choix. Et si vous en avez des fonction de tes moyens. compétences, voilà, s'il y a des auditeurs qui ont des Ouais, c'est ça. compétences C'est ça. En qui communication, n'hésitent pas à se manifester. voilà, Voilà. en levée de fonds, qui sont prêts à s'engager. Le pro bono aussi, évidemment, Ouais, bien sûr. les entreprises. Et puis, petit à petit, tu vois, en fait, moi, ça me passionne totalement, mais on peut pas, du coup, toujours une approche transverse. Tu peux Ouais. pas te concentrer que sur ce qu'on fait sur le terrain. Et comme quand on est athlète, il faut se gérer. Ça veut dire que si toi, tu veux... tu vois, je suis en forme, je suis contente et de ce que je fais, et c'est chouette, mais c'est comme quand tu es athlète. Si toi, t'es pas bien, si tu te crames, tu pourras pas performer. Tu vois, et c'est un équilibre. Et il faut pas être non plus aigri, il faut pas... Tu vois, quand j'ai travaillé, je veux dire, quand j'ai travaillé au Quai d'Orsay, que j'étais ambassadrice, l'équipe, j'ai dit, voilà, j'ai cette proposition. C'est une expérience sans commune mesure. J'ai demandé, évidemment, la famille, mon mari, j'y vais pas. Si j'y vais, c'est minimum 3 ans. Je pourrais plus. Déontologiquement, on travaille avec l'agence. Il y a l'Agence française de développement qui travaille beaucoup sur les sujets, notamment en Afrique, de sport et développement. Je pourrais plus. Et ce que je leur ai dit, je le pense sincèrement, c'est un sujet qui est plus grand que moi. Qui est plus grand que c'est un sujet universel dans lequel on s'inscrit. Donc, vous allez le faire, vous allez le faire. Elles ont assuré, mais extraordinairement.
et voilà. Et si l'objectif, c'est une systémie, si je suis plus là, moi, je suis un peu comme la VRP, je suis un peu comme une ambassadrice. On a de magnifiques ambassadrices chez Fight aussi. Pas assez, mais bon, enfin, pas assez dans le sens que. Parce qu'on aimerait, mais on se dit, bon, c'est un peu comme chez Play International. Tu t'es dit, bon, même toi, quand t'es ambassadrice, tu dis, comment je peux aider et tu dis, ouais, mais en fait, t'as tellement de trucs à gérer qu'on on culpabilise de ne pas pouvoir leur permettre de mieux s'investir ou passer plus de temps alors qu'elles sont à fond sur le projet. Bon, mais en tout cas, c'est juste de dire que le sujet est tellement est tellement fou. Ouais, il est capital. Il est au-delà de capital. Là, on parle. Tu vois, là, on est dans ce magnifique espace sport d'escalade. Ici, hommes-femmes confondus, sur les 30 personnes, tu as 3 victimes. Minimum. Ouais, je les connais bien, les stats. Alors tu te dis, comment nous, dans ce qu'on sait faire avec le sport, on peut arriver à s'engager. Donc voilà. Donc faut y aller, quoi. Ouais, faut y aller. J'ai encore plein d'autres questions. Ouais. Je suis un peu embêté. Et puis moi, je suis tellement bavarde. C'est mon. Je fais des phrases à rallonge. Je parle d'un sujet, je bascule sur un autre. Donc je ne vous ai pas aidé là. Non, mais si, tu nous as aidé. Je pense qu'en plus que ça sera très inspirant en plus à écouter et tout. Je te vois passionné. Ouais, au début, tu as dit colère. Et en même temps, là, tu parles de cette vision sur le long terme. Et c'est pas évident, tu vois, il y a bien plein de personnes qui ont des convictions où on trouve de la colère, puis il y a de la fatigue, puis il y a tu vois, tout ça. Et puis, moi aussi, tu vois, je fais une question à rallonge, c'est comment tu prends soin de toi au milieu de quand on porte un projet aussi grand, aussi important, aussi conséquent, aussi international, aussi on peut s'épuiser. On peut se fatiguer, on peut se démoraliser. D'autant plus que j'écoutais des activistes sur la problématique climatique. Ça peut être anxiogène, mais je me protège. Et j'accepte. Encore une fois, je ne suis pas une sauveuse. J'essaie juste de donner un cadre et effectivement de convaincre, et je le fais à mon niveau. C'est-à-dire que j'ai des bases solides qui sont ma famille. J'aime l'art, j'aime le théâtre, je me nourris par ailleurs. Oui, c'est une manière de faire attention à moi aussi, de prendre du temps. Il est vrai que je prends mes baskets et puis je vais courir. Et je suis pas très intéressante en soi dans le sens, je sais pas, comment dire, je suis pas non, je veux dire, je serais pas intéressante si tu me dis viens on va faire la fête. J'ai une hygiène de vie, quoi, tu vois. Non, ça veut pas dire que les gens qui font la fête n'ont pas d'hygiène de vie. Ouh là là, pas du tout. Au contraire, c'est important, ça fait partie de l'équilibre. Mais non, je veux dire, c'est que je fais attention à ce que je mange, à ce que. Voilà, j'ai essayé de prendre soin de moi, et je pense que de cette manière-là aussi, je pense que ça fait partie. Je dors bien, je me fais de bonnes nuits de sommeil, et j'ai l'espèce de régularité là qui me permet aussi de pouvoir m'investir dans ce que je fais. Et je fais attention parce que j'ai forcément l'exemple. Je suis pas en colère dans ce que je fais. Je suis pas en colère parce que ça existait avant. Ça existera après. J'essaie juste de trouver des solutions et de faire adhérer, de former, de transmettre au maximum de personnes, de convaincre, de faire du plaidoyer à mon niveau. Tu vois, ça c'est important. Je suis pas. J'ai de l'ambition, oui, mais je reste dans un schéma réaliste et où je vais pas exploser en plein vol. Parce que le mal, il est là et il est puissant. Et il est intrinsèque à notre condition d'être humain. Donc tu fais quoi? Tu vois. Donc oui, après on a la chance d'avoir la culture. Enfin, en tout cas moi, d'avoir. Ça vient, c'est ce give back du sport aussi. J'ai tellement reçu que je me dis comment continuer à prendre soin de moi. J'ai fait une longue carrière. J'ai pas senti le besoin de me doper.
Je crois beaucoup au travail, mais c'est ce côté équilibre, l'harmonie, tu vois. C'est comment est-ce que tu fais pour t'écouter. Et oui, à un moment donné, et j'ai eu la chance aussi d'avoir des gens bienveillants autour de moi et qui m'ont dit là, attention Laurence, allez, pense à toi. Évidemment que je pense pas à moi, évidemment. Mais à chaque fois, hop, j'ai des garde-fous, des gens c'est bien, voilà, qui me disent prends soin de toi. Et ok. T'as des périodes, tu vois, et du coup, on se dit pareil, on est hyper vigilants les unes les autres. Et d'ailleurs, à ce propos, je vois, du coup, l'équipe d'enseignantes, notre collectif d'enseignantes, vive la visio quand même, hein, aussi, de pouvoir faire des échanges, etc. Elles sont supervisées par une psychologue. Ah, ok. Ouais. Et ça, c'est hyper important important. de le dire, ouais. C'est hyper important. Parce que ça peut être un écosystème où ça se voit pas, hein, les femmes, quand on les voit, quand vous vivez des violences conjugales, vous montrez rien. Hein. C'est une série qui se... Donc, on a des femmes souvent qui n'expriment pas forcément ni leurs émotions. Voilà, elles sont... Et donc, du coup, si vous faites une séance de karaté en tant qu'enseignant, en karaté ou j'espère dans d'autres sports, vous avez ces femmes en face de vous, vous avez l'impression que vous avez des débutantes. Hein, sauf qu'elles sont au travail avec le psychologue, elles sont dans un travail pour des mutilations génitales. Les conséquences d'une mutilation génitale, c'est l'incontinence, c'est des rapports douloureux, c'est des choses, c'est une mutilation. Donc et ça fait mal, il peut y avoir des conséquences terribles. Et c'est en termes de ta propre identité, c'est un acte violent, ça impacte. Et donc peut-être qu'à un moment, une fois, il y a une femme, quand j'ai commencé, je finis, il faut que j'arrête, mais j'ai une femme qui me dit pendant la séance, alors maintenant j'ai moins d'expérience que les enseignantes actuelles, hein, mais moi c'est des choses du coup qu'on se dit, on a des fiches exprès pour relever certaines données qu'on partage avec le personnel soignant référent de la patiente. Bon, et j'ai cette patiente pendant la séance qui me dit comme ça y est. On est en train de faire la phase d'échauffement, on est en cercle et tout, elle se penche vers moi, elle me dit ça y est, je vais me faire opérer. Et pourquoi elle m'a dit ça à ce moment-là? Ça veut dire qu'elle va faire une chirurgie réparatrice de son clitoris, tu vois. Elle me dit ça comme ça discrètement pendant la séance, quoi. Alors moi, je sais pas ce qu'elles ont, on sait pas ce qu'elles ont, hein. Ça fait partie du protocole. Voilà, nous on n'est pas là pour que elles ont déjà des personnes vont pas raconter 40 fois, elles sont là pour se faire du bien, d'accord? Bien sûr. Voilà, mais j'ai trouvé ça extraordinaire je me rappellerai toujours. Zariata qui me dit ça comme ça. C'est ça. Ouais. Voyez, et sinon, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'occasion, on te refera revenir au micro parce que je crois qu'on est un peu frustrés là de devoir s'arrêter. C'est passionnant. Merci pour ce moment. Merci. On a juste 2 petites dernières questions. Au vu du moment qu'on vient de passer, ce serait quoi ta définition d'un héros minuscule? Attends, je vais essayer de faire court. Ouais, vous avez fait exprès de dire minuscule. Oui. Définition, c'est... je pense que c'est le terme minuscule. Je pense que si c'est minuscule, j'ai du mal, hein. Je pense que ça voudrait dire pour moi, alors définition, qu'on est tous des héros minuscules et on l'est particulièrement au quotidien. Alors moi, le héros minuscule, c'est tous les êtres humains vivants qui prennent soin d'eux et des autres, et c'est déjà beaucoup. Voilà, et ça, c'est... Enfin, des autres, déjà, c'est de soi, mais souvent, quand c'est de soi, après, ça, c'est les autres aussi. Mais je pense que ça serait ça. C'est quelque chose... un héros minuscule, c'est tous les êtres humains, en fait. Mais il y en a, c'est juste qu'ils ne le savent pas. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Super. T'avais une deuxième question? Est-ce que tu aurais, toi, quelqu'un, un héros minuscule à nous conseiller, que tu penses qu'il pourrait passer à ce micro? J'en ai plein. Mais donc, du coup, ouais, il y aurait peut-être Masoma ou
où des femmes extraordinaires afghanes, et notamment notre dernière championne olympique, médaille de bronze en taekwondo para. Oui. Mais Zakia, mais c'est Zakia, ouais. C'est ouf. Ouais. Waouh. Ouais. Bon. Après, peut-être que vous avez déjà eu Sarah aussi. Moi, Sarah Ouramoun, je suis super fan. On l'a pas eu, donc. Ou encore, ou même Marie-Amélie Le Fur, mais c'est Amélie, je crois que on a peut-être un contact. On est en contact, ouais. Mais elle est voilà. Mais il y en a plein. Enfin, là, comme ça, c'est ça qui me vient spontanément. Alors, je pense à des femmes particulièrement parce que, tu sais, même majoritairement, nos enseignantes, j'ai dit enseignantes, on a des hommes aussi, mais parce qu'on a besoin de rôle modèle. Je veux dire, on n'a pas accès au sport autant que... Parce qu'on manque de rôle modèle aussi, tu vois. Moi, Amélie Mauresmo, mais... Amélie, c'est ouf. Oui, c'est incroyable. Tu vois, voilà. Et je pense plus à des femmes, mais bon, il y a des hommes merveilleux. Mais je suis obligée de faire cette... C'est pas que je veuille faire une distinction, mais si quand même. et c'est des héros minuscules merveilleux aussi. Tu vois, Arnaud Assoumani, Mika Jérémiaz. Mika. Arnaud aussi, on l'a ouais, Arnaud. Mais plein, en fait, il y en a plein, mais je m'excuse pour ceux auxquels je ne cite pas. Il y en a plein, et des fois, c'est... Tu sais, ça peut être juste le gars dans son club, quoi. Ouais. Et qui sauve des vies, en fait. On pense souvent à lui parce que au gars qui est dans son club et ou à la femme, hein, qui peut avoir un impact sur un jeune et sauver la vie d'un jeune en se mettant à croire en lui plus fort que ce que le jeune croit en lui. Et puis, ça fait une diff. Et ça se trouve, il le saura jamais en plus. Exactement. Tu vois. Et ça peut être un prof de PS, ça peut être plein d'autres matières. Nous, on est plutôt dans le monde du sport, mais oui, tout à fait. Mais voilà, ou Riyad Salem aussi. Riyad, waouh. Il a été hyper précurseur aussi sur des initiatives, sur la sensibilisation à la situation de handicap. On a une liste là, Laurence. Oui, génial. Enfin voilà, après, moi je serais. Voilà. On mettra tous les commentaires dans les commentaires pour contacter Fight for Dignity. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Merci à vous. C'était extra. Vous plantez des graines, hein? Attends, on essaie d'arroser celle que tu as plantée toi, en fait. Finalement. On plante tous des graines. La définition du héros minuscule, c'est celui qui plante des graines. Voilà. C'est joli. On va finir sur cette jolie phrase. Merci Laurence. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Héros minuscules. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, on compte sur vous pour 2-3 actions minuscules. La première, vous abonner et mettre 5 étoiles. La deuxième, vous demandez quelles sont les 2 premières personnes à qui vous auriez envie de partager cet épisode et envoyez-leur un petit message. La troisième, pensez également à liker nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans l'univers des héros minuscules. Et à très bientôt. Et on vous embrasse.